D'autant plus lorsqu'on est devenu écrivain professionnel, au début on écrit des histoires comme ça, on ne sait pas trop comment on va la développer, on sait peut-être comment elle va se terminer. Généralement, vous connaissez la chute de votre histoire, mais vous ne savez pas comment vous allez la développer. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez être amené à écrire 50 pages et à vous arrêter en disant « bon, ça y est, je suis bloqué ». Donc autant faire un plan. D'abord, vous vous rendrez compte qu'il va falloir avoir une progression dans l'histoire. S'il y a un mystère, il faut l'élucider. Commencez par maintenir toujours un suspense, en laissant toujours une part d'inexpliqué, mais en montrant ce qui est inexpliqué. Commencez aussi par des événements dramatiques, mystérieux, si vous avez une histoire fantastique par exemple, mais qui vous permettent d'aller toujours un petit peu plus loin dans le suspense ou dans, disons, l'action, la dramatisation de l'action. Si dès le départ vous avez le genre de grand combat final dès le premier chapitre, la fois d'après vous devrez aller encore plus loin et encore plus haut. Vous n'y arriverez pas. Donc on commence avec des petits événements et petit à petit on monte en puissance, comme on dit, hein, jusqu'au point culminant de l'histoire où tous les fils de votre intrigue devraient, ça serait le mieux, ça serait miraculeux, devraient se dénouer en même temps. Alors lorsque tous les fils de l'intrigue se dénouent en même temps, là vous avez un beau final, une belle conclusion. Pensez aussi qu'à la fin il faut savoir un petit peu redescendre. Lorsque vous avez, je sais pas, une musique qui est très forte, bon, à la fin il y a encore 2-3 petites notes où ça s'arrête. Lorsque vous voyez un film d'action et qu'on a le combat final, mettons, contre le méchant avec beaucoup d'effets pyrotechniques, à la fin vous aurez 2-3 petites scènes avec la famille qui est retrouvée, ça c'est typique des scénarios d'auteurs américains. La famille est toujours réconciliée à la fin de l'histoire ou se recompose. Mais en tout cas, on a toujours 2-3 petites scènes qui permettent d'évacuer un petit peu la tension avant de sortir de la salle ou avant de finir le livre. Donc voilà, ça ce sont des petites choses que vous devez avoir à l'esprit et à ce moment-là vous vous rendez compte que vous avez déjà beaucoup de fils dans la tête que vous devez tirer, c'est-à-dire l'histoire de votre personnage, l'intrigue qui doit arriver à la fin de l'histoire en montant toujours en puissance, et puis par moments il y a toujours des plages de calme. L'histoire se passera un mois plus tard, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois-ci? C'est l'occasion d'amener votre intrigue secondaire. Une intrigue secondaire, c'est toujours intéressant, parce qu'à partir de là, vous pouvez avoir un autre personnage qui va remettre du suspense pendant qu'il ne se passe rien de l'autre côté. Et que peut-être vous aurez un deuxième personnage qui pourra sauver la mise à votre héros au dernier moment et qui vient de votre intrigue secondaire. C'est lui qui vous permettra peut-être de finir l'histoire. Quand vous jouez avec comme ça ces deux histoires, alors il faut que l'intrigue soit vraiment secondaire et qu'elle ne prenne pas le pas sur la première. Vous avez votre histoire, il faut la respecter, et après, dessous, vous avez de toutes petites histoires. Ça sera le héros enquête sur un grand mystère, et puis il y a une petite affaire, une intrigue amoureuse, si l'on veut, en second plan. Ou bien une dispute avec les parents, et à la fin, on pourra se réconcilier. Ou bien il n'est jamais cru, et avec la résolution de cette grande enquête, cette fois-ci, on verra que ce qu'il dit, ce qu'il raconte, ce n'est pas du flan, il n'est pas un menteur. Vous voyez, vous avez toujours une deuxième petite intrigue qui vous permettra de nourrir encore la vôtre. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Ensuite, vous avez avec ça donc des personnages. Votre personnage, il faut qu'il existe. Même votre méchant. Alors, les méchants ne sont pas entièrement méchants. Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire du mal, rien que pour faire du mal, qui ricane dans son coin et qui essaye de trouver toujours un sale coup à faire. S'il y a un méchant dans une histoire, c'est qu'il veut quelque chose. Il a un intérêt. Il a un intérêt à ne pas se comporter correctement. Il veut se venger de quelqu'un, il va peut-être vouloir l'assassiner. Il veut peut-être un objet, et puisqu'il ne peut pas l'avoir, il va le voler. Il a un intérêt à faire ce qu'il fait. Et donc, il a des raisons, et c'est peut-être des bonnes raisons de son point de vue. Ce qui fait que votre méchant, vous allez devoir quand même lui donner un certain caractère, et il faut qu'il soit lui aussi crédible. Vous le voyez très vite lorsque vous imaginez une conversation. Vous pensez par exemple que
la Terre, mettons une histoire sur le climat, il y en a qui vont dire c'est la faute à l'homme si le climat se dérègle, d'autres pensent le contraire. Vous n'allez pas pouvoir donner des arguments en disant mais voici toutes les preuves du dérèglement climatique par la faute de l'homme, alors qu'en face, personne n'a d'argument à donner. Vous êtes obligé de trouver aussi des arguments qui disent ah mais vous savez qu'il y a déjà eu des périodes de sécheresse par le passé, avant que l'homme soit là, qu'il y a eu des périodes glaciaires, donc tout ceci ne prouve rien, vous n'avez pas assez de connaissances pour déterminer si oui ou non l'homme est responsable. Vous êtes obligé de trouver des arguments de la partie qui ne vous intéresse pas, de la partie qui ne vous représente pas, pour pouvoir avoir un échange, un dialogue qui soit crédible. Donc il faut toujours injecter un petit peu de vous dans chacun de vos personnages. Lorsque les gens demandent parfois à un auteur où vous êtes dans l'histoire, quel personnage êtes-vous? On est tous les personnages à la fois. Ils ne peuvent pas exister si on n'y met pas un petit peu de soi. Alors évidemment, même chez les salophiles, eh bien, il va falloir peut-être se rappeler la fois où on n'a pas été toujours honnête avec une personne, et ce comportement, on va un petit peu le gonfler pour en faire quelque chose de vraiment horrible, mais ce sont des choses qui sont aussi à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que vous pouvez enrichir un personnage. Alors, il va falloir lui trouver un nom qui correspond quand même à ce qu'il est. Il va falloir lui trouver un métier, une activité, et vous vous rendez bien compte à partir de là que votre personnage, il commence à vivre sa propre vie. Et donc, vous imaginez donc comment il vit, et à partir du moment où vous imaginez son passé, sa biographie, ce que vous n'êtes pas obligé de mettre de votre histoire, votre personnage aura une réelle épaisseur. Lorsque vous écrivez une histoire aussi, imaginez à qui vous la racontez. Vous n'écrivez pas de la même manière si vous connaissez votre interlocuteur. Vous racontez une histoire à votre copain, votre copine, ben, vous aurez une manière de parler qui ne sera pas la manière que vous avez de vous adresser à, je sais pas, à un professeur, aux parents ou à un directeur dans une administration quelconque. Vous n'avez pas le même langage. Alors vous pouvez avoir un langage très relâché avec vos camarades, et vous pouvez voir qu'il y a certaines histoires qui sont racontées comme ça. Et que bon, ben, s'il y a des mots grossiers, la personne les prononce, il va bien falloir les noter aussi. Si vous vous adressez, je ne sais pas, à un oncle que vous aimez beaucoup, vous direz, vous raconterez les choses autrement. Vous direz, tu te souviens, il y a ceci, il y a cela, vous donnerez vos impressions. Vous délivrerez vos impressions d'une autre manière. Donc essayez de vous imaginer un interlocuteur, et à ce moment-là, vous verrez que votre écriture se met à changer. Et alors, lorsque vous voulez donner un caractère à un personnage, ça c'est quelque chose de très important, il va falloir qu'on puisse le croire. Alors quand vous dites, vous commencez une histoire, que le personnage sera, mettons, quelqu'un qui se fâche très facilement, quand on entre dans le bureau, vous n'allez pas mettre « Bonjour monsieur, comment allez-vous » Ben, très bien, je vous en prie, asseyez-vous. On vous le présente comme quelqu'un de nerveux, d'irritable, et puis là tout se passe bien. Ça ne fonctionne pas. La première rencontre avec un personnage, la manière dont il se comporte, c'est à peu près comme ça que le lecteur va l'identifier et va le garder. Donc si vous avez un méchant, commencez tout de suite à le présenter un petit peu méchant, d'une manière ou d'une autre. Un petit peu bizarre, un petit peu décalé. Si vous avez un gaffeur, ben, dès le départ, vous montrez une gaffe. Puisque sinon, on vous le présente et puis il ne se comporte pas tel qu'il est présenté, ça ne marche pas. Et en plus, évitez de dire « lui est un coléreux », « lui est un gaffeur ». Ne dites pas les choses, montrez-les. On veut savoir à quoi ça se voit. Donc plutôt que de dire « voilà, il se passe ceci et la personne est mécontente », vous allez plutôt imaginer un dialogue où la personne va dire « mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, j'en ai marre ». Pas besoin de dire qu'il n'est pas content, il y a marqué « bon sang, j'en ai marre », ça va, ça suffit. Montrez les choses, ne les dites pas. Là, vous enrichissez beaucoup votre histoire. Parce qu'une histoire, c'est ce que l'on voit et c'est pas ce que l'on vit. Imaginez-vous en train de regarder un film. À la limite, essayez d'être le moins possible dans la tête de vos personnages. La personne est triste, pas besoin de dire qu'elle est triste. Montrez-le
quel serait le geste, la bonne attitude qui pourrait illustrer sa tristesse. Si vous le trouvez en disant « bon ça va, c'est pas la peine, laisse-moi » et puis il se retourne, écrase une larme peut-être, eh bien ça suffira, on n'a pas besoin de le dire. Hein. Alors à quoi ça se voit lorsque vous dites quelque chose sur un personnage? Eh bien pensez toujours à ça. Essayez de voir les images qui se déroulent dans votre tête, comme si vous regardiez un film, et captez-les. Vous décrivez une scène, vous ne la racontez pas. Et c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment un écrivain.